Alors que ce soit pour désigner les terroristes ou les futurs employés d'entreprise, est-ce que les machines et leurs calculs nous trient bien? Elles peuvent. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un algorithme en soi, c'est pas malveillant, c'est pas doué de raison. Donc il y a derrière des gens qui y ont pensé. Et ce que c'est capable de faire par rapport à effectivement des hommes, c'est un nombre vraiment très important de calculs très vite. Donc je dirais que peut-être, c'est vrai il peut y avoir des erreurs. Ça réduit effectivement certaines choses, mais d'une certaine manière, il y en avait probablement à l'échelle humaine. Et je pense que c'est pas nécessairement à remplacer complètement, mais à complémenter. Faire un premier tri, par exemple, pour un recrutement, et après avoir les gens avec leur sensibilité de ressources humaines, affiner le choix, me semble pas nécessairement mauvais. Oui, Isabelle Sorante. Est-ce qu'il n'y a pas derrière un espèce de rêve de connaissances suprahumaines? Parce qu'avant, on faisait les analyses graphologiques ou les horoscopes, encore, je crois, en Chine, ou même pour les mariages ou les choses comme ça. Alors maintenant, c'est l'algorithme. Mais moi, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même besoin de légende, comme si on n'avait pas confiance en nous et qu'il fallait une espèce de validation extérieure. Je crois que je préférais les horoscopes. Gilles Babinet. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont à l'œuvre ici. Il y a ce que vient d'évoquer Eric Sadin qui est important, c'est la perte de la causalité. On dit souvent corrélation ne vaut pas causalité. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il me semble qu'on a là une rupture anthropologique. On change de société. On va vers une société où, parce qu'on a besoin de gains de productivité, parce qu'on a besoin des machines de façon générale, on va avoir des choses qui vont fonctionner toutes seules, avec parfois une distorsion entre finalement le fait qu'il y ait une cause, c'est le cas quand on assassinerait quelqu'un à tort au Pakistan, et une causalité, c'est-à-dire un facteur de présomption par les datas qui seraient importants. Et ça, je crois que les datas sont les données. Hein, les données, là, qui sont de plus en plus importantes et il faut bien les trier, ces données. C'est ce qui nous inquiète. Et puis la deuxième chose qui me semble importante, c'est le fait qu'on rentre finalement dans une société de massification où vous avez des capacités de concentration de moyens qui vont s'appliquer à des millions, potentiellement des milliards de personnes, et donc des enjeux de conformation de société qui sont très importants. Le langage conforme les sociétés, mais le logiciel les conforme encore plus. Et ça, c'est, je crois, pour moi, les deux questionnements qui me semblent très importants à cet égard. Laurent Chemla. Mais il me semble qu'il y a une question qu'on ne se pose pas du tout depuis le début, c'est d'où viennent toutes ces données qu'il faut traiter. Et moi, ça me pose un problème. On est dans un pays qui, en théorie, protège la collecte des données, ou en tout cas la régule. On a la CNIL qui est censée nous dire dans quel domaine on peut collecter quelles données et pour quel objectif. Avec cette nouvelle technologie, les algorithmes et surtout la massification dont parle Gilles Babinet à l'instant, on se retrouve dans une situation où en pratique, on n'a plus d'objectif. Il suffit maintenant de collecter les données. Les données en tant que telles ont une valeur. L'objectif, on verra plus tard. On trouvera bien des applications à ces données. Plus on en ramasse, plus ça a de la valeur. Et plus on en ramasse, plus on est capable d'imaginer dans le futur des usages à ces données. Mais du coup, si on n'a plus la vision d'un objectif, on n'est plus capable de dire, a priori, si cette collecte est licite et légitime ou non. On ne peut pas dire, quand on ne sait pas quel va être l'usage fait de nos données personnelles, si on est d'accord ou pas avec cette collecte. Et on se retrouve finalement à distribuer nos données, qui valent énormément d'argent visiblement, puisque de très grandes entreprises en font leur beurre, sans très bien savoir pourquoi et dans quelles conditions. Laurent Alexandre. Sur la faillibilité des algorithmes, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils s'améliorent sans cesse. D'ailleurs, si on en parle ce soir, c'est bien parce que les algorithmes sont de plus en plus puissants. Puisque nous sommes dans un monde où nous générons des milliards et des milliards d'informations. Un cerveau humain, un cerveau biologique ne peut plus les traiter. Si vous prenez dans mon domaine, la génétique, le séquençage ADN, c'est 20 000 milliards d'informations par patient. 20 000 milliards d'informations par patient. Aucun médecin, pas même Dr House, ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation de 10 minutes, déshabillage et rhabillage compris. Donc les algorithmes sont là parce que nous générons beaucoup de données et que nos cerveaux biologiques ne peuvent plus les traiter. Et les algorithmes, ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont de plus en plus souvent supérieurs à l'homme. Si on prend la Google Car, la voiture de Google qui se conduit toute seule, elle n'a jamais eu d'accident lié à elle-même, elle conduit mieux que n'importe quel être humain.
Et tout notre problème, c'est que dans les 10 à 15 années qui viennent, il y a de plus en plus de champs de l'activité humaine où les algorithmes, où les machines vont faire mieux que nous. Et ça va être un problème politique, un problème philosophique majeur de nous confronter à des machines de plus en plus intelligentes. C'est le problème que vous soulevez dans votre livre, Dominique Cardon, à quoi rêvent les algorithmes. Est-ce qu'il y a une vision politique derrière? Oui, d'abord, il y a un peu un mythe aussi autour des big data et de l'idée que toutes les données, on les aurait, qu'elles seraient là dans des fichiers, qu'on pourrait les croiser, etc. Ça pose des problèmes qui ont été évoqués absolument cruciaux de vie privée, de consentement de l'utilisateur, et puis d'un rassemblement de données qui n'est pas la réalité actuelle des calculs. C'est que beaucoup de données sont sales. Il est très difficile de calculer sur beaucoup de ces données, que les résultats sont parfois improbables, que des techniques de prédiction n'aboutissent pas toujours. On les verra tout à l'heure, les algorithmes prédictifs. Les algorithmes, ils font ce qu'ils peuvent pour produire effectivement une nouvelle forme du calcul. Et moi, j'insisterai beaucoup là-dessus, c'est qu'en calculant, ils proposent aussi une vision de la société qui est derrière, dans laquelle on pourrait calculer la société par le bas et par nos comportements. Et donc par l'individu. Par l'individu et surtout à travers les traces de ses comportements, pas tellement à travers sa subjectivité, ses représentations ou ses pensées, mais la suite des actions qu'il a menées donne un historique à la machine qu'elle va comparer avec les actions d'autres individus pour essayer d'anticiper sur ce qu'il pourrait faire par la suite. Et donc il y a une sorte d'idée assez comportementaliste qui vient avec le monde des algorithmes. Et pour faire un calcul dont on ne sait plus très bien quelle est la cause, mais dans la représentation qu'on a souvent des algorithmes, on a l'idée que le calcul est déterministe, c'est-à-dire que ce qu'il a choisi est la vérité déterminée par un ensemble de causes. En réalité, tous ces calculs sont probabilistes, et c'est pour ça qu'on a des faux positifs avec les terroristes. Ils font des probabilités, tout ça. Ils font une estimation des chances un peu plus probables que tel événement A arrive plutôt que tel événement B. Et sans doute que dans nos représentations à nous, on entend ces machines et ces calculs nous arriver dessus, et on s'imagine qu'ils savent exactement, qu'ils peuvent nous dire précisément ce qui va arriver. La réalité, c'est qu'ils font des estimations statistiques sur les chances les plus probables que... Et on verra les algorithmes prédictifs tout à l'heure. Restons sur je ne vous ai pas encore donné la parole, Daniela Tcherkoui. Oui, moi j'aimerais juste rebondir sur 3 mots-clés que j'ai entendus chez 3 intervenants différents. J'ai entendu le mot sensible, j'ai entendu le mot fiabilité et j'ai entendu le mot confiance. Et à mon avis, ces 3 mots résument une bonne partie de la problématique parce que finalement, dans notre société, nous nous définissons en référence avec la machine. Ce n'est pas du tout quelque chose de neuf. On a passé de la métaphore du corps-machine à la métaphore du cerveau-ordinateur. Et à partir de là, moi je suis assez d'accord pour dire que le côté sensible est mis à l'écart. Et je trouve problématique justement qu'on considère que les machines sont plus fiables que nous. Et c'est là que je fais appel au 3e mot-clé parce que vous parliez de confiance en soi. Moi je dirais que c'est la confiance en l'humain qui manque au fond. On a développé une foi en la technologie qui résoudrait tous les problèmes. Alors effectivement, ces algorithmes et ces machines, c'est nous qui les fabriquons, mais elles façonnent de plus en plus notre réel, ne serait-ce qu'en rendant visible, puisqu'il y a des milliards d'informations, il va falloir rendre visibles quelques-unes au détriment des autres. C'est ce que fait notre GPS. Il y a des milliards de trajets, il nous en sélectionne 2 ou 3. Alors, c'est ce que fait aussi un moteur de recherche comme Google, par exemple. Et Google, évidemment, fonctionne sur des algorithmes. Il va rendre visible ou pas certaines entreprises ou certains candidats dans les élections politiques. Regardez.